Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. C'est quoi le pire goumin de toute votre vie ? Le goumin, c'est un terme qui vient du nouchi, un argot ivoirien. Il est beaucoup utilisé par ma génération, la Gen Z. Et ce que ça désigne, c'est cette phase très douloureuse, crève-cœur même, quand on traverse un chagrin d'amour. Moi, mon pire goumin, c'était quand je me suis séparée d'une meuf dont j'étais la collègue. Ouais, je sais, gros bourbier. Et le pic de ce goumin, c'est quand je me suis cachée sous une table dans une pièce sans fenêtre. Je venais de voir mon ex avec sa nouvelle meuf pour la première fois et j'étais complètement paralysée. Alors j'ai écrit à mon amie Lorraine pour venir à ma rescousse. Elle s'est assise avec moi sous cette petite table et à force de mots encourageants et de caresses sur le dos de ma main, elle m'a sortie de ma crise de goumin et j'ai réussi à continuer ma journée sans m'écrouler de chagrin devant tout le monde. À cette époque, je ne savais pas encore que ce qu'on avait fait là, c'était du travail émotionnel. On en a parlé dans la première partie de cette conversation. Si vous ne l'avez pas fait, allez vite l'écouter d'ailleurs. Le travail émotionnel, c'est toutes ces choses qu'on met en place, seul ou avec nos amis, pour gérer une situation explosive émotionnellement. Comme par exemple, essayer de passer à autre chose après une rupture douloureuse. La psychologue Anaïs Roux avait décrypté dans cette première partie ce qui se joue dans le cerveau quand on traverse une épreuve pareille. Et le sociologue Victor Coutelot nous avait expliqué pourquoi tout le monde ne vit pas son goumin de la même façon. C'est vrai, tu m'avais dit que t'allais m'aimer aujourd'hui, demain et pour toujours. T'avais dit que grâce à moi, ta vie avait un sens. Ouais. Dis-moi ce qui a changé. Dans la deuxième partie de cet épisode de Dr Love sur les ruptures amoureuses, on continue de réagir à vos témoignages avec mes deux invités. Qu'est-ce qui se joue quand on se fait larguer du jour au lendemain sans qu'on ait rien vu venir ? Ou bien dans ces relations où le spectre de la rupture est partout, agité par l'une des parties comme une menace ? Est-ce qu'il vaut mieux couper tout contact quand on quitte quelqu'un ? On vous propose quelques pistes de réponse à toutes ces questions dans la conversation qui suit. Ici Naomi Titi, bienvenue dans Dr Love. Premier témoignage, c'est celui de Roberta, 29 ans. Elle en avait 26 au moment de sa rupture. Dans une relation, j'ai vécu, je crois, 4 ou 5 ruptures. Je me souviens plus vraiment. Je suis sortie, entre guillemets, 1 an avec un gars. J'étais complètement charmée. C'était quasiment impossible pour lui qu'on se tienne la main dans la rue, qu'on prévoit des vrais dates. Il m'a pas présenté ses amis. Il a arrêté cette relation 4 fois. Il me quittait. Ensuite, il y avait une période de 1 mois de vide, on se parle pas et tout. Et puis après, au final, on se remet à se reparler. On se revoit, il y a quelque chose entre nous, etc. Il me fait des grandes déclarations d'amour, machin. Et puis, 2 mois après, il me requittait parce que c'était trop difficile pour lui d'être en couple, etc. Donc, c'était le même cycle tout le temps, même avec la même temporalité à chaque fois. Et en fait, plus il me quittait, plus moi je devenais complètement accro à ce gars. Et je savais très bien que c'était extrêmement toxique, que c'était très mauvais pour moi. Mais le fait qu'à chaque fois il me quitte et qu'à chaque fois il revienne, ça a créé quelque chose en moi de très addictif, en fait. Et du coup, je retombais. Et pendant 1 an, mon seul objectif, c'était de retourner avec lui. Et puis après, quand on était ensemble, il faut absolument pas qu'il me quitte. Je savais très bien que je faisais n'importe quoi. Toutes mes copines me disaient que je faisais n'importe quoi, mais je crois que j'ai besoin d'y aller et d'y retourner et d'y retourner et d'y retourner encore une fois pour l'intégrer en moi, en tout cas. J'ai appris que je méritais pas du tout ça. Mais au final, aujourd'hui, tout va bien. Je regrette pas tant de l'avoir vécu, quoi. Alors Anaïs, pourquoi c'est si difficile de rompre ce genre de cycle rupture-réconciliation ? Alors, avant de comprendre pourquoi est-ce que c'est mauvais, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on y retourne. L'analogie, je trouve, de la machine à sous au casino, elle est assez parlante. Parce qu'en fait, on met des pièces, on tire le levier, on attend de voir ce qui sort. Généralement, on perd beaucoup, mais on continue. Et un jour, on gagne. Donc, on a plein de pièces. Et là,
énorme shot dopaminergique. Ça fait du bien, on se sent aimé, on se sent valorisé. Jusqu'au jour où on retente et on repère et on repère et on repère, mais par crainte de perdre tout ce qu'on a déjà misé, on continue et on regagne. Et donc on rentre dans un cercle en fait comme ça. Pourquoi est-ce que c'est mauvais ? C'est mauvais parce que normalement, dans une rupture traditionnelle, normale, juste on fait une relation, on se quitte, la rupture déjà est suffisamment lourde, mais elle a une fin en termes d'impact émotionnel. Là où en fait, quand on est dans une sorte de relation intermittente comme ça, et qu'on remet des pièces à chaque fois, c'est pas comme si on vivait une relation, une rupture, tout s'arrête et je me remets à zéro. En fait, la rupture, elle vient, ça s'emmagasine en fait. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais la blessure psychologique, en fait, elle n'est jamais remise à zéro. On accumule les blessures jusqu'à atteindre un niveau énorme d'épuisement. Et un truc que je trouve très intéressant en termes de neuro, dans cette dynamique-là, c'est qu'en fait, ce qui vous fait rester dans la relation, ce n'est pas du tout le sentiment amoureux, c'est ce qui se passe dans le cerveau. C'est que là, vous êtes dans une dynamique complètement addictive, et elle le dit d'ailleurs. La motivation ici, c'est pas l'amour. Ce qui est plus fort, c'est vraiment ce qui se passe dans le cerveau. Du coup, ce qui se passe ici, c'est que vous vous accrochez à ce qu'on appelle la possible récompense. Votre cerveau, il est encore plus stimulé par l'attente et l'appréhension de se dire « ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber un jour, je suis sûre que je vais recevoir une preuve d'amour ». Et donc, la première chose à faire quand on veut sortir de ce cycle-là, dans cette intermittence en fait, de récompense, c'est vraiment de réaliser que votre cerveau vous dompte complètement, que c'est neurochimique, là, c'est votre chimie du cerveau qui vous guide, et il faut passer à un sevrage qui est complet. Mais complet. C'est-à-dire rompre le contact ou qu'est-ce qu'il faut faire ? Rompre le contact, enlever tout ce qui peut vous faire penser à votre ex, avoir aussi un environnement soutenant. En fait, il faut vraiment voir ça comme un vrai sevrage. Donc, ne faites pas ce sevrage seul. Coupez-le des réseaux aussi, elle ou lui, et entourez-vous de gens pour venir vous occuper. Je pense qu'il y a des dynamiques aussi qui peuvent être très similaires avec une rupture normale, mais je pense qu'en effet, vous occuper au quotidien, c'est hyper important. Créer cette nouvelle routine, ne pas être seul, avoir un soutien et exprimer ses émotions, c'est important. Il y a un truc que je trouve absolument fascinant chez l'être humain, mais chez d'autres espèces et globalement chez les primates. Et ça, c'est un message aussi pour peut-être les hommes qui ont du mal à exprimer leurs émotions. Il y a quelque chose de très instinctif et naturel à exprimer les émotions. Et il est nécessaire de le faire parce que plus vous allez les exprimer, plus vous allez trouver un cercle de soutien. Et ça, on le voit, par exemple, il y a une expérience qui a été vue chez les bonobos, où en fait, quand il y a un bonobo qui est abandonné par sa mère, un enfant bonobo qui exprime plus des éléments de détresse, comme un repli sur soi, un isolement, a beaucoup plus de chances d'être accueilli par d'autres mères dans le groupe que des singes qui font comme si tout allait bien ou qui arrivent à vivre seuls. Parce que la détresse attire l'autre et attire l'aide en fait d'autrui. Et donc ça, c'est pareil chez les humains. Et cette chose fascinante que j'adore, c'est, je ne sais pas si vous savez que les larmes ont un contenu différent en fonction de leur utilité. Ah ouais. Les larmes réflexes qu'on a, par exemple, quand il y a du vent dehors, sont des larmes, en fait, qui n'accrochent pas. Donc ça ne se voit pas forcément. Il suffit que vous rentriez dans une pièce, hop, vous essuyez vos joues, ça ne se voit plus. Les larmes de tristesse possèdent une composition différente, je crois que c'est plus de protéines, qui fait en fait qu'elles accrochent beaucoup plus aux joues. Donc il y a quelque chose d'inné chez nous qui fait que notre tristesse, nos larmes, sont faites pour rester sur la peau et donc être vues par les autres. Et donc ça, il ne faut pas le négliger. Donc quand on ne va pas bien, quand on vit une rupture, moi je conseille fortement d'exprimer ses émotions et de ne pas retenir ses larmes. Ouais, mais là, ce qu'elle dit, qui est intéressant, c'est que elle a mobilisé ses amis. Ses amis lui disent que c'est n'importe quoi, qu'il faut partir, mais elle dit qu'en fait, elle en avait un peu rien à faire. Ça, Victor, est-ce que tu as retrouvé ce genre de cas de figure dans tes entretiens, les cas où en fait l'entourage met des alertes et que finalement ça n'a aucun effet, en fait? Oui, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai aussi eu l'inverse. C'est peut-être un truc dont on pourra parler. C'est-à-dire de l'entourage qui dit que les choses vont aller, que tout va s'arranger, etc. Alors que la personne que j'interrogeais, en fait, attendait qu'on l'incite à la séparation parce qu'elle considérait la relation comme toxique. Il faut toujours voir justement cette intervention des proches sur ce double aspect. Et ça peut être un mode encore une fois, un mode de ressources, un mode de contrôle social.
Et dans sa situation, maintenant, on a tendance à penser justement les amis avaient raison, etc. Et c'est une bonne chose qu'ils aient exprimé un avis qui était contraire à son opinion à elle. Mais en effet, après, les gens ont toujours une marge de manœuvre par rapport à ce qu'on leur dit. Ce n'est pas des automates qui font ce qu'on leur demande derrière. Et j'ai eu plusieurs cas, justement, comme ça, d'enquêtés qui allaient contre l'avis de leur cercle. L'exemple que je peux utiliser pour ça, mais justement, qui est la contre-indication. C'était donc une personne que j'ai interrogée qui me racontait donc la relation avec son ex, donc elle était en début de vingtaine de mémoire. Bon, c'était une relation que maintenant elle considère comme toxique. Il y a eu plusieurs moments où ils ne sont pas passés loin de la séparation. Et à un moment où il a été particulièrement infect, elle a appelé sa mère, puis ses amis copines plutôt. Et justement, elle me disait, ils étaient très portés sur le « mais ça va aller, ça va s'arranger, t'inquiète pas », etc. Et elle a dit, en fait, j'en ai eu marre. Parce que c'était pas ce qu'elle attendait schématiquement. Et donc, elle a appelé son beau-père. Elle lui a dit, j'ai envie de le larguer comme une vieille chaussette. Et il lui a dit, mais largue-le comme une vieille chaussette, ma fille. Et c'est ce qui l'a d'ailleurs poussé à sauter le pas de la séparation derrière. Ce qui me permet d'ailleurs de dire un truc par rapport à ce qu'on disait au début sur le fait que les ruptures sont difficiles, etc. Je pense que c'est aussi bien de souligner que dans certaines situations, ça peut être libérateur. Parce que cette enquête-là m'a dit justement, elle l'a appelé après, et elle a dit, c'est moi qui te largue, etc. Et de mémoire, elle me dit, et j'étais trop bien. Oui, parfois c'est un soulagement. Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, on revient justement sur ces situations où les enquêtés n'étaient pas en accord avec leur cercle. Ce qui est d'intéressant, c'est de garder en tête que même si on ne reproduit pas automatiquement ce qu'on nous dit de faire, ça reste un truc à gérer. C'est-à-dire qu'on a toujours, malgré tout, les proches qui sont dans nos pattes. Pas parce que c'est des traditionnalistes, parce que... En fait, le problème, c'est que la tragédie de cette histoire, la tragédie sociale de cette histoire, c'est que souvent les proches veulent notre bien. Et des fois, c'est juste qu'ils n'ont pas la même définition du bien. Et qu'on les accompagne, enfin qu'on les suive ou non sur cette question, faut quand même les gérer. Et c'est quand même un truc qui occupe une partie de nos journées, quoi. Et quand on est dans la situation des amis de Roberta là et que on voit notre amie qui est dans un cycle complètement mortifère pour elle et qu'on la voit souffrir, qu'on essaie de l'alerter mais que ça marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'amie, Anaïs ? Je pense qu'il faut faire attention à ne pas non plus trop développer un syndrome du sauveur. On ne peut sauver que quelqu'un qui veut être sauvé. Donc, bien évidemment, il y a des choses que les amis peuvent faire, ne pas rompre le lien autant que possible, parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, je peux comprendre aussi les personnes qui voient leur ami se détruire et ça leur brise tellement le cœur qu'elles ont besoin de prendre leur distance. Parfois, c'est aussi important de se protéger et en effet de prendre ses distances quand on sent que quoi qu'on dise, en fait, ça ne fonctionne pas et que ça nous blesse trop de voir notre ami s'auto-détruire. Donc, être présent autant que possible, essayer de la raisonner autant que possible, de montrer factuellement les choses, l'encourager aussi quand nous, on ne peut plus soutenir la personne, l'encourager à aller voir un professionnel de santé, lui dire, écoute, voilà, peut-être que si moi, tu m'écoutes pas ou autre, va voir un professionnel qui, lui, peut peut-être t'aider, t'accompagner, et avoir toujours une porte ouverte. En fait, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai pas non plus envie de donner des tonnes de ressources. Moi, mon conseil principal, ce serait de se dire, vous êtes face à quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, qui est en train de se faire du mal. Vous n'êtes pas des super-héros. Vous n'êtes pas des professionnels de la santé mentale. Tentez autant que possible, mais lorsque vous sentez que ça vous atteint trop, n'oubliez pas vous aussi de prendre vos distances et de vous protéger par rapport à ça. Et finalement, parfois, ça se dénoue et puis ça finit par aller, comme pour le cas de Roberta. Donc ça, c'est assez encourageant. Mais maintenant, j'aimerais qu'on renverse le regard et qu'on se mette à la place de l'homme qui a rompu avec Roberta, qui a fait ses 4-5 ruptures. Lui, qu'est-ce qu'il y gagne finalement dans cette situation ? Pourquoi il souffle le chaud et le froid ? Qu'est-ce que ça lui apporte dans cette posture-là ? Comme spontanément, on n'a pas son témoignage, forcément, je pense qu'on est obligé de faire de la spéculation. Après, il y a 2-3 éléments dans le témoignage qui m'ont, je ne sais pas si on peut dire qu'ils m'ont fait tiquer, mais qui m'ont un peu alerté. Déjà, c'est de mémoire, il me semble qu'elle évoque le fait que lui ne l'a pas présenté à ses amis à lui. Et ça, c'est un élément d'ailleurs qui a été pas mal mis en avant par Marie Bergstrom, qui est aussi passée dans le premier épisode, qui, elle, quand elle a travaillé sur les sites de rencontres, disait que souvent, l'élément qui faisait qu'une relation passait du stade du flirt, de la relation sans étiquette, sans lendemain, etc. Ce qui est, en sociologue, on dit ce qui institutionnalise la relation, ce qui fait que ça devient un couple au sens public du terme, etc. C'est la présentation aux amis, voire la présentation à la famille. Mais c'est le fait qu'on inclut la personne dans son réseau personnel et qu'on la présente. C'est un peu l'élément qui donne le gage de l'engagement derrière.
Et là-dessus, justement, le fait qu'ils ne veulent pas la présenter, pour moi, c'est l'indicateur qu'il avait, il cherchait à entretenir l'ambiguïté dans la relation, etc. Quand, justement, une situation est ambiguë, faut toujours se demander à qui profite l'ambiguïté. Une manière plus simple de le dire, c'est le fameux « quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup ». Et dans cette situation, je pense que ce qu'il y gagne, c'est que quand il y a une incertitude, souvent, ça profite à la personne qui est en position de domination. Et oui, parce que là, ça crée vraiment un rapport de force entre elle qui attend de savoir ce qu'il va faire et lui qui tire les ficelles, quoi, finalement. Oui, et puis après, j'imagine, quand on ne s'engage pas, en fait, ça laisse toujours la possibilité d'aller voir ailleurs, d'avoir c'est hypothétique, mais peut-être qu'ils pouvaient parallèlement d'avoir des relations à côté, etc. Quand il y a un manque de clarté, souvent, c'est que la personne y trouve un avantage derrière. Alors, on va écouter un dernier témoignage, c'est celui de Louisa. Elle a 45 ans et elle en avait 35 au moment de sa rupture. C'était il y a 10 ans, en décembre 2015, de mémoire le 11 décembre 2015. J'étais en couple depuis 13 ans avec cet homme donc, que j'avais connu à la fac, à 22-23, donc on a grandi ensemble en fait. Je sais pas, je le sentais pas bien les dernières semaines précédentes. Je me disais que c'était sa déprime habituelle, relou, masculine peut-être. Entre son anniversaire et le 31 décembre, il était relou chaque année. Chaque année, pendant 13 ans, il était relou, quoi. Je le sentais pas hyper bien et je trouvais qu'il mettait du temps à me dire si je pouvais prendre mes billets de train pour aller passer Noël avec lui et sa famille. Et donc on s'est retrouvés chez moi et il m'a dit qu'il avait quelque chose à me dire et qu'en fait, il voulait qu'on arrête tout parce qu'il m'aimait plus, tout simplement. Donc là, j'ai vécu ce qu'on appelle de la dissociation. Donc, je me suis vue au-dessus, comme un personnage qui est au plafond, qui regarde la scène du dessus et qui dit « Ok, qu'est-ce qui se passe là ?» Et le temps s'arrête. Je ne savais même plus trop ce qu'il me disait d'ailleurs. Ça a été très compliqué parce qu'il ne voulait plus du tout donner de nouvelles, il voulait être dans le silence complet. Et c'est hyper violent quand on a été ensemble pendant 13 ans. Plus de son, plus d'images. Même pour dire que tu vas pas bien, mais donner des nouvelles, quoi. J'avais trouvé ça hyper violent. Apparemment, il y avait des signes avant-coureurs et je les ai vus après analyse avec le conseil, quoi, de mes amis. On a fait un petit point. Si, là, il y avait un signe, là aussi. Là, on n'osait pas trop te le dire, mais tu sais, il avait une façon de te parler, c'était pas forcément évident et tout. Ouais, ok, il y avait des signes avant-coureurs. Ok, peut-être. Et je regrette pas cette relation, mais cette rupture, elle aurait pu se faire un peu différemment. Et moi, j'ai fait en sorte, en tout cas, que mes ruptures par la suite, quand moi je suis partie, j'ai fait en sorte d'essayer d'être la plus respectueuse possible et d'être à l'écoute au maximum des gens. Alors, Anaïs, est-ce que tu peux nous dire ce qui se joue au niveau psychologique dans ce genre de rupture brutale qu'on n'avait pas du tout anticipé ? Alors déjà, en effet, ça fait partie de ces éléments qui alimentent le fait que la rupture, elle est particulièrement difficile. Il y a plein de choses en fait qui font que la rupture est difficile. Premièrement, il y a le style d'attachement. Il y a, par exemple, est-ce que la personne elle a un attachement plutôt anxieux ? Je ne sais pas si c'est le cas de cette personne, mais est-ce que du coup, pendant les 13 ans de relation, est-ce qu'elle a un peu attaché sa propre identité personnelle à l'identité de son conjoint ? Ou est-ce qu'elle avait plutôt un attachement sécure, ce qui fait qu'elle aurait peut-être un peu mieux vécu, en tout cas la rupture, parce qu'elle aurait plus de ressources internes. Voilà, donc il y a le style d'attachement qui peut jouer. Il y a aussi, est-ce que c'est la première rupture difficile qu'elle a vécue, parce qu'on peut aussi emmagasiner certains traumatismes. Quand je dis rupture, pas forcément que rupture amoureuse, rupture aussi avec des amis, rupture avec des membres de la famille, ça joue aussi avec la façon dont tu vas vivre une séparation. Tu vas aussi avoir qui a initié la rupture. Clairement, c'est toujours plus facile pour la personne qui initie la rupture que pour la personne pour qui ça tombe de but en blanc. Parce que la personne qui initie la rupture, en fait, elle a la chance de s'y être préparée. Elle a la chance de s'être préparée depuis plusieurs mois à voir qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce que je vais lui dire, quand, comment, etc. Là où elle, en fait, s'est tombée du jour au lendemain. Un matin, elle se réveille, tout va bien. Le soir, elle va se coucher. Elle n'est plus avec la personne avec qui elle était depuis 13 ans. Et tu vas aussi avoir, bien évidemment, le contact maintenu avec l'ex. Là où, en fait,
elle a eu de la chance. Je sais que c'est dur à entendre, hein, malheureusement, mais peut-être qu'a posteriori, elle peut l'entendre après. C'est que je pense que le meilleur service qu'on peut rendre à l'un et à l'autre dans une rupture, c'est de ne pas maintenir le contact. C'est violent, c'est clairement violent, c'est un sevrage. En revanche, si vous voulez vous rendre un service, c'est de vraiment couper le son et l'image avec la personne, comme elle dit. Parce que à chaque fois que vous avez des nouvelles, que vous allez regarder l'Instagram de votre ex, que vous regardez une story, que vous demandez à vos proches, parce que vous avez ce cercle d'amis en commun, ah, tu as des nouvelles de... Xavier, par exemple, est-ce que tu as des nouvelles de Xavier ? Qu'est-ce qu'il devient ? Juste pour savoir. Juste pour savoir. Non. Là, vous alimentez votre système de récompense, votre système dopaminergique et vous vous remettez un nouveau shoot de dopamine. Et ce qui fait qu'en fait, vous repartez limite à zéro dans les avancées que vous avez faites. Donc, c'est malheureux à dire, mais j'avoue que c'est la meilleure des choses qu'elle aurait pu vivre dans cette situation. Après, ce qui est intéressant, c'est que le silence qui lui pèse, il est aussi augmenté par le fait qu'elle ne voyait pas trop ce qui n'allait pas pour elle dans la relation et que ça n'est pas venu avec une forme de discussion, de compromis, pour aplatir les choses, pour savoir comment faire mieux ou comment relancer la relation ou que sais-je. Et en fait, on a reçu plusieurs témoignages de personnes, de femmes en l'occurrence, qui racontent ce cas de figure-là en couple hétéro où le mec part brutalement en fait, alors même qu'elle l'avait pas du tout vu venir. Bon, évidemment, ça existe aussi dans les couples homosexuels et puis chez les hétéros, c'est pas que dans ce sens-là, mais j'ai quand même l'intuition que c'est le plus fréquent. Victor, d'après toi, est-ce que je vois juste qu'est-ce que ça révèle ? Ce qui est rigolo sur cette affaire, c'est que c'est pas une situation que j'ai rencontrée dans mes entretiens. Mais depuis que j'ai fini ma thèse, que j'ai fait des communications dessus, très régulièrement, j'ai quelqu'un de l'auditoire qui vient me voir en me disant « j'ai cette situation où une amie s'est fait larguer par son mec et personne l'a vu venir, ça vient de nulle part, etc. » Donc en soi, je ne peux pas répondre à partir de mes entretiens, etc. Mais d'une certaine manière, quand j'ai vu ce pattern se répéter, ça ne me surprend pas tant que ça si on garde en tête les éléments dont on a parlé avant, qui sont le fait que, a priori, les hommes parlent moins de leurs problèmes de couple, etc. Mais aussi le fait de parler de ces problèmes, ça permet aussi d'envisager la possibilité que la situation arrive, etc. Et on peut faire le pari que quand les femmes ont des problèmes et qu'elles ont des problèmes dans leur relation et qu'elles envisagent à un moment la séparation, elles seraient plus amenées préalablement à en parler avec leur partenaire, ce qui fait que le choc viendrait moins. Là où si on est affaire à des hommes qui verbalisent pas, qui n'en parlent pas à l'extérieur ou qui n'en parlent pas non plus aux amis communs, parce que des fois les amis communs, ça peut aussi permettre d'envisager la séparation, forcément, c'est pas si surprenant que ça tombe subitement comme un cheveu plutôt comme un cheval dans la soupe, on va dire ça comme ça. Un truc qui m'a aussi fait tiquer, c'est qu'elle se rappelle précisément de la date. Ouais. Le 11 décembre, etc. Et ça, dans le domaine anecdotique, il y a aussi des recherches qui ont été menées dans les couples qui se rappellent de la date exacte du mariage et du Pacs. Souvent, c'est plutôt les femmes comparativement aux hommes. Mais donc, si je devais mettre 2 € sur comment expliquer la situation, c'est ces différences de degré de réflexivité qui sont dues à des socialisations de genre, quoi. Mais donc, du côté des femmes, il y a plus d'incitation à la réflexivité. Ce qui me permet de dire que c'est pas forcément souhaité. Des fois, ça peut aussi être le cercle de proches qui invite à parler du couple, etc. Ça peut aussi être vu comme une pression de l'extérieur. Faut pas partir du principe que toutes les femmes parlent volontiers de leurs affaires de couple. Et j'ai plusieurs enquêtées qui m'ont dit qu'elles en avaient marre, qu'à certains moments, elles n'avaient pas envie d'en parler, que les sollicitations de leur mère et de leurs copines, ça suffisait, etc. Mais donc, de mon côté, ça serait dû au fait que les femmes sont davantage incitées à parler de leurs problèmes de cœur, de leur vie de couple et de leurs problèmes de cœur. Ce qui les amène à avoir donc plus de réflexivité sur le domaine conjugal. Là où du côté des hommes, ils sont plus prudents, et ce qui fait aussi que du coup, leur prise de décision sort plus de nulle part pour le cercle de personnes autour et pour leur ancien partenaire, quoi. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont plus prudents à en parler ? Pourquoi ça les met dans une posture de vulnérabilité, de se confier à leur entourage ? Pourquoi ils ont plus de réticence ? Alors ça, c'est intéressant parce que j'étais parti essentiellement avec cette hypothèse-là au début de ma thèse, d'être un peu dans cette idée de la théorie l'idée de la socialisation de genre, les hommes doivent retenir leurs émotions, sinon ils s'exposent à la moquerie, etc. Et c'est un élément que j'ai trouvé qu'en partie dans mes entretiens. J'ai fait plusieurs entretiens avec des hommes hétérosexuels ou non, et plusieurs hommes plutôt du côté hétérosexuel de la force me disaient qu'ils en parlaient pas, ce qui était récurrent dans les entretiens, c'est qu'ils en parlaient pas ou peu avec les hommes de leur entourage. Et quand je leur demandais pourquoi, il y en avait certains
qui me disait que oui, il y avait l'idée qui revenait, c'est j'en parle pas à mon meilleur pote parce que c'est un mec, quoi. Enfin, il y a pas, souvent stylisé, il n'y a pas la même sensibilité. Oui, il y a l'idée qui sont gauches, quoi, qui savent pas oui. gérer ce genre de discussion. Gauche ou un peu agressif, ou un peu en mode c'est une relation, c'est passé, passe à autre chose, etc. Donc il y avait cette dimension-là, en effet, de dire dans la sphère masculine, il y a plus de jugement ou plus de maladresse, mais il y avait aussi tout un autre pan de mes enquêtés qui me disait c'est une bonne question et je sais pas. Parce que c'est des personnes qui, par exemple, après, pouvaient me dire, au final, je prends l'exemple d'un enquêté, pareil, fin de vingtaine, début de trentaine, qui me disait qu'il y a quelques mois, il avait parlé pour la première fois de questions de sexualité et de couple avec un ami à lui qu'il connaît depuis 10 ans. Et sur le moment, on s'est demandé pourquoi c'était pas arrivé plus tôt. Donc on voit qu'il n'y a pas forcément une hostilité de base, c'est qu'il n'y a pas l'habitude. Et là, je pense qu'il faut rattacher ça à ce qu'on disait au début sur le fait que les femmes sont davantage socialisées au Caire aussi. Mais on a aussi des enquêtes qui montrent que c'est plus les femmes qui font le travail d'entretien des relations sociales. Appeler les membres de la famille, se tenir au courant de ce qui se passe dans la vie des amis, y compris des amis qui ne sont pas là, etc. Et ça, ce travail d'entretien des relations sociales, ça crée aussi des opportunités, soit pour parler de ces affaires de couple, soit pour que les gens nous incitent à en parler. Les hommes qui font moins ce travail-là, ils sont moins exposés à ces invitations, excepté, ce qui revenait souvent dans les entretiens, c'est qu'ils pouvaient y être invités par des amies femmes, justement. C'est-à-dire que les femmes qui font ce travail d'entretien finissaient par leur demander, comment ça va et qu'est-ce qui se passe. Et là, ils se livrent volontiers à l'exercice. Donc, je dirais qu'il y a certes des éléments de type une réserve naturelle, mais qui pour moi est plus, j'attends de voir si je suis dans une situation où je suis avec quelqu'un de compréhensif. Mais si je suis invité à le faire et que je trouve que la discussion peut se faire dans de bons termes, / qui m'arrange plutôt, qui vont plutôt dans mon sens, là, les hommes peuvent se livrer. C'est même un truc que j'ai croisé dans le cadre de mes entretiens. J'ai plusieurs enquêtés hommes comme ça au début qui étaient plutôt froids, qui me disaient on m'a dit que vous avez des difficultés à recruter du monde, donc si ça peut aider, donc beaucoup sur l'angle du service, et qui au début était un peu difficile à débloquer. Mais une fois l'entretien lancé, ça papotait bien, quoi. Il y avait pas La thèse, ça a aussi été l'occasion pour moi de déconstruire un peu cette idée que la socialisation de genre vraiment rend les hommes incapables de parler. Là-dessus, il y a des sociologues qui s'appellent West et Zimmerman qui ont écrit un vieux papier, mais qui est intéressant, qui s'appelle « Faire le genre », dans lequel ils disent attention à pas trop surestimer le rôle des socialisations de ce qu'on appelle la socialisation primaire, enfin l'éducation quand on est enfant. Ils disaient en fait, si on se focalise trop sur l'éducation des enfants, on peut facilement avoir l'impression que passé 5 ans, en fait, les identités hommes-femmes sont figées parce que c'est dans la psyché, c'est inscrit profondément, etc. Et on peut surestimer le fait que le changement est possible derrière. Et ce qu'ils disent, c'est l'enfance, en effet, c'est un moment très important dans l'identité de genre parce que je crois qu'ils utilisent le terme de, je ne sais plus si c'est le recrutement ou l'enrôlement, mais c'est le moment où schématiquement, on fait comprendre aux enfants que s'ils veulent être considérés plus comme des bébés, il faut qu'ils se genrent. Il faut qu'ils deviennent hommes ou femmes. Mais ce qu'ils disent derrière, c'est qu'il faut aussi être attentif chez les personnes plus âgées sur les pressions sociales qui font que les hommes continuent à vouloir se distinguer comme des hommes et les femmes comme des femmes. Si je reformule en termes moins techniques, quand on était enfant, on a pu croire au Père Noël, mais un jour, on a arrêté de croire au Père Noël. Donc pourquoi on n'arrête pas de croire au genre ? C'est parce qu'il y a des trucs sociaux qui font qu'on va continuer à jouer la distinction, qu'on va avoir des récompenses si les hommes agissent comme des hommes, des pénalités si les hommes n'agissent pas comme des hommes, et inversement du côté des femmes. J'aime bien aussi le fait d'utiliser en comparaison les hommes pas hétérosexuels, parce que ça permet aussi de déconstruire l'image que les hommes, par leur socialisation, ils n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments, c'est difficile. Parce que, en fait, souvent, les hommes non hétérosexuels que j'ai interrogés, c'était quasi exclusivement des gays, donc je pense que je peux dire gay, ce sera plus simple. Les hommes gays que j'ai interrogés, en fait, ce qui est assez classique, c'est qu'avant, ils avaient eu ce qu'en jargon on appelle une carrière hétérosexuelle, c'est-à-dire que pendant un temps, ils ont eu une vie d'hétérosexuel avant de considérer qu'ils étaient gays. Donc c'est des gens qui ont pu être socialisés comme des garçons, comme les autres, etc. Mais ce qu'ils révèlent derrière, premier élément, c'est que quand ils font leur coming out, j'ai plusieurs enquêtés comme ça qui me disent que les femmes hétérosexuelles de leur entourage les mettaient plus dans leur cercle de confidence. J'ai un enquêté comme ça qui me disait que le moment où il a fait son coming out auprès d'une collègue, si ma mémoire est bonne, il me dit « J'ai eu l'impression de passer du vol Ryanair EcoPlus à le salon classe business avec le Martini. » Où vraiment, du jour au lendemain, elle s'est mise à lui raconter ses affaires à qui elle essayait de draguer, etc. Elle s'est mise à lui faire confiance, en fait, tout simplement. Ouais. Alors, sachant qu'il y a plusieurs trucs qui peuvent expliquer ça, c'est que déjà, pour certaines enquêtés, la confidence, ça peut toujours créer une ambiguïté. C'est-à-dire, on parle de questions de sexualité, etc. Ah oui. Et forcément, quand on a affaire à quelqu'un qui n'est pas hétérosexuel, pour les femmes, quand on parle avec un mec gay, par exemple, il y a cette idée que, comme il n'y a pas d'ambiguïté, c'est possible.
Après, c'est aussi possible qu'il y ait une part de cliché qui joue dessus. Je pense là-dessus, c'est aussi Sylvie Tissot, donc une sociologue, qui a travaillé sur les représentations que les hétérosexuels avaient des hommes gays, et elle souligne que les femmes hétérosexuelles, des fois, peuvent avoir une plus grande tolérance vis-à-vis des gays, mais ça peut être aussi entouré d'une part de clichés, etc. Maintenant, si on regarde leur pratique de confidence, ce qui est intéressant, c'est que ce que j'ai remarqué chez quasiment tous les hommes gays que j'ai interrogés, c'est qu'ils ont un truc en commun, c'est qu'en effet, ils s'éloignent de la confidence vis-à-vis des mecs hétérosexuels. C'est-à-dire que quand ils passaient pour hétéros, si on dit ça comme ça, au lycée ou même après, ils avaient des sociabilités de confidence et de genre assez classiques, et le moment du coming out, c'est un moment où éventuellement ils s'éloignent de leurs anciens cercles de potes, avec schématiquement deux idées qui sont, soit ils sont dans le jugement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir cette idée que quand je parle à un mec hétéro, j'ai l'impression que j'ai toujours besoin de plus de me justifier, etc. Et l'autre élément, c'est de toute façon, ils ne sont pas intéressés ou ils sont trop mauvais dans l'exercice. C'est compliqué de parler de ces questions de couple derrière. Donc tous ont ça en commun, mais en revanche, ils ne recomposent pas leur cercle de confidence de la même manière. J'en avais certains qui étaient souvent plus jeunes, qui avaient un rapport très conflictuel avec ce qu'on appelle le milieu LGBT. Moi, j'enquêtais dans le quartier du Marais à ce moment-là. Et c'est des enquêtés qui étaient arrivés plutôt récemment sur mon terrain et qui disaient que c'était un peu exceptionnel qu'ils arrivent parce qu'avant, ils fuyaient un peu le coin parce qu'ils n'aimaient pas l'image de l'homosexualité que ça donnait. Souvent, c'était vulgaire, c'était efféminé, c'était l'image de la cage aux folles. Leur pratique de confidence, ils se sont éloignés des mecs hétéros. Donc à qui ils parlaient, c'était quasi exclusivement à des femmes de leur entourage, des femmes hétérosexuelles de leur entourage qu'ils avaient connues dans le cadre de leurs études, etc. Comme ils rencontraient leurs partenaires par des applications de rencontres, ils avaient, entre guillemets, pas besoin de se faire des potes gays. D'où le fait que, schématiquement, dans l'ensemble des cercles de confidence qu'ils avaient, ils ont éliminé les mecs hétéros. Ils ne connaissaient pas de mecs gays, donc ils se reportent sur les femmes hétérosexuelles de leur entourage. Et deuxième profil que j'ai eu, c'était là des hommes souvent un peu plus âgés, qui me disaient qu'ils avaient dû passer par le milieu gay pour trouver des partenaires. Enfin, j'ai un enquêté directement qui m'a dit « bah oui, il n'y avait pas Grindr à l'époque ». Et ce qu'ils disaient derrière, c'est, enfin, ils avaient dû passer par le milieu LGBT. Et dans ce cas, en fait, leur cercle de confidence était plus divers. Il y avait des femmes hétérosexuelles, souvent. Il y a des femmes pas hétérosexuelles aussi. Il y avait des bisexuels, hommes et femmes. Il y avait des hommes gays. Les seuls absents, c'était les mecs hétéros. Et on retrouvait, encore une fois, cette même logique de soit ils sont trop gauche, soit ils sont dans le jugement. Et dans certains cas, il y avait même l'idée, en fait, on n'en connaît plus. On s'est tellement éloigné de ce cercle-là que tout ce qui reste, enfin, on n'en parle pas, mais en même temps, on n'a plus de potes hétéros derrière. Comme on les fréquente peu, il y a peu de raisons subitement de se retourner vers les potes hétéros qu'on avait avant au moment de la séparation, quoi. Justement, j'ai envie de te demander, toi, tu le dis dès le début de ta thèse que tu es toi-même un homme hétérosexuel. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de travailler sur ce sujet quand tu as compris tous ces schémas sociaux liés à la figure de confident un peu repoussoir de l'homme hétéro ? Alors, c'est rigolo parce que, déjà, peut-être pour dire, faut rendre à César ce qui est à César, le switch que j'ai fait sur justement le fait de changer, de chercher à identifier les causes des séparations, etc., vers les pratiques, en fait, ça témoigne déjà du fait qu'au début, j'imaginais pas que les gens parlaient de leurs problèmes de cœur. C'était pas un spectre d'analyse que j'avais, et c'est vraiment le travail de thèse qui m'a fait me dire, en fait, les gens peuvent parler de leurs problèmes de cœur derrière. Et c'est arrivé je parlais de ma thèse à une amie et je lui rapportais un entretien que justement j'avais eu avec un homme gay et où je lui disais c'est rigolo, lui il a parlé de ses problèmes. Et la pote en question m'a regardé en bug 3 secondes, elle m'a fait ouais. Et c'est ce truc-là qui m'a fait switcher dessus. Je sais que dans un premier temps, j'ai eu une espèce de rapport purement positif à la confidence. C'est-à-dire de dire, il y a des gens qui en parlent. Et en fait, c'est génial, ça permet de trouver du soutien. C'est super, il faut parler aux autres parce que comme ça, vous serez plus soutenus. Et c'est uniquement dans un deuxième temps après que... en faisant mes entretiens, surtout avec des femmes, j'ai eu le discours un peu en mode « la confidence, c'est aussi un problème, c'est aussi s'exposer au jugement d'autrui, etc. » Maintenant, sur ce que ça fait, moi, en tant qu'hétéro, d'enquêter sur ces trucs-là, il y a un effet qui est aussi que j'ai trouvé éventuellement un peu contradictoire, qui est, au début, pareil, je me disais « ah, ça joue peut-être contre moi, parce que les gens ont une image cliché des hétéros qui n'arrivent pas à faire ce type d'entretien, enfin ce type de conversation. » Et c'était un peu vrai au début. Mais en fait, pareil, il y a un moment où subitement, le fait que je sois identifié comme un hétéro à qui on peut parler, ça a été un bénéfice sur mes terrains. C'est-à-dire que j'ai été identifié comme un cas un petit peu exceptionnel. C'est une figure qui revenait en fait dans les entretiens. C'est l'hétéro exceptionnel à qui on peut parler. J'ai une enquêtée, pareil, qui est bisexuelle, qui me disait, elle me citait son groupe de confidents du moment. Et donc, elle me dit, il y a telle personne, il est gay, il y a telle personne, il est gay, il y a elle est bisexuelle, etc. Et elle dit... Et en hétéro, il y a Lucas, mais bon, c'est Lucas.
Et en fait, d'une certaine manière, c'est un peu paradoxal. C'est que quand on est un hétéro à qui on peut parler, ça apporte un bénéfice parce que justement, on est vu comme étant exceptionnel. Donc, c'est la tristesse du truc, c'est que les mecs hétéros sont gagnants sur tous les plans. C'est ce que j'étais en train de me dire. Mais ils ne peuvent jamais perdre. Pour finir, j'aimerais qu'on revienne sur des solutions qu'on peut apporter pour mieux vivre une rupture. Anaïs, est-ce qu'il y en a d'autres que tu aimerais nous partager ? Oui, alors c'est vrai qu'on en a abordé plein, je trouve, tout au long du podcast, que ce soit des astuces sociales, de demander du soutien, de ne pas attendre que le soutien vienne, mais soi-même d'aller chercher aussi le soutien. On a vu des solutions comportementales, comme changer sa routine, faire des activités qu'on aime, aller faire du sport, etc. Et il y en a une que je trouve on n'a pas abordée, qui est pourtant en plus celle que je chéris profondément, qui est de faire un travail sur ses pensées. Il y a une expérience que je trouve absolument passionnante et que j'aime bien raconter, qui a été faite par Léonie Coban il y a de ça quelques années. Alors, bon, il y a plein de biais dans cette étude parce qu'elle ne porte que sur 40 personnes, mais je trouve que la conclusion et l'ouverture est hyper intéressante. Elle a divisé 2 groupes de personnes. Dans chaque groupe, il y avait une vingtaine de personnes. C'était des personnes qui venaient de se faire quitter. Donc, elle les a mis dans un IRM. De nouveau, elle leur a montré des photos de l'ex qui venait de les quitter. Puis, elle leur a fait compléter un questionnaire de bien-être. Ensuite, elle leur a injecté dans le nez un spray nasal. Au groupe A, elle a dit c'est juste un spray nasal avec de l'eau salée, ça améliore la visibilité dans l'IRM. Et au groupe B, elle leur a dit, voilà, là-dedans, en fait, il y a une solution, il y a un analgésique puissant qui réduit la douleur et les émotions négatives. Et ensuite, elle leur a refait passer un IRM et refait passer un questionnaire de bien-être. Et les résultats étaient assez flagrants. C'est que pour les personnes pour qui c'était un spray nasal, rien de plus normal, ça n'a absolument rien changé. Alors que pour le groupe B, il y a vraiment eu une diminution des zones de la douleur, de l'activation des zones de douleur dans l'IRM. Et les questionnaires de bien-être avaient des résultats nettement plus positifs. Et donc, ce que je trouve intéressant ici, au-delà du fait que l'effet placebo a un impact même sur la rupture amoureuse, c'est que derrière, en fait, qu'est-ce qu'il y a ? L'effet placebo, il vient nous parler de l'importance de la narration intérieure. Et il y a un truc qu'on oublie dans les émotions, et ça c'est un schéma que j'adore parce que moi j'ai une obédience très TCC, donc les thérapies cognitives et comportementales, c'est qu'une situation ne génère pas une émotion. C'est qu'une situation génère des pensées, et ce sont ces pensées qui génèrent des émotions. Très souvent, ces pensées, elles sont dans un spectre un peu inconscient, parce que tout va très vite. Et donc, on va tendance à attribuer des émotions à une situation, de dire « mais je suis 6 pieds sous terre parce que je viens de me faire quitter ». Non, c'est pas réellement ça. C'est parce que tu as une narration à l'intérieur de toi où tu interprètes la rupture et tu te dis des choses dans ta tête qui génèrent ces émotions négatives. Quelles sont ces pensées que tu te dis derrière ? Est-ce que tu te dis « je ne vais jamais retrouver quelqu'un » ? Ça veut dire que je n'étais pas suffisamment bien. Ou j'aurais dû changer plus pour pouvoir garder cette personne-là. Ou du coup, c'est catastrophique, je vais perdre en effet tout mon cercle d'amis. Donc l'idée, en fait, ici, ce n'est pas justement d'aller supprimer l'émotion. Attention à ne vraiment pas mettre l'émotion sous le tapis. Je sais que les gens qui ont un attachement un peu évitant ont tendance à aller, je passe à autre chose, tout va très bien. Attention, du coup, à la dépendance à d'autres choses par la suite. Donc à toutes les personnes qui vont faire la fête et boire beaucoup, warning. C'est vraiment de se dire, je vais confronter ce qui se passe, je vais regarder mes émotions en face et je vais aller derrière ce qui a mes émotions. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle de la réévaluation cognitive en psychologie. Et c'est ce qui marche le plus en psychothérapie quand on va travailler avec des personnes qui ont le cœur brisé, c'est d'aller chercher toutes ces pensées automatiques derrière et d'aller les remplacer par des pensées beaucoup plus réalistes, qui vont venir en fait rééquilibrer la réalité et de se dire non, tu ne vaux pas rien parce que tu as été quitté. Tu es en train de vivre quelque chose de très difficile. Tu as vécu des choses difficiles dans cette relation qui ont impacté ton estime de toi, mais ça n'efface en rien la personne que tu es, que tu as été et que tu es devenue grâce à la relation. Bref, il y a tout un travail cognitif à faire derrière qui est tout aussi important que le fait d'aller se changer les idées au cinéma avec son ou sa meilleure amie ou d'aller faire du sport. C'est plus difficile, c'est plus coûteux, mais c'est vraiment à long terme. L'impact, il n'est pas négligeable et c'est hyper important de le faire. Oui, ce que tu dis dans ton livre, par exemple, c'est que ce qu'on imagine comme étant un peu un poncif de dire ça passe avec le temps.
En fait, dans le cerveau, ça s'observe aussi, vraiment. Complètement. Je pense qu'en effet, quand on est un proche, il ne faut pas diminuer ce qui est en train de se passer chez l'autre. Il ne faut pas dire un de perdu, 10 de retrouvé. Non. Il ne faut pas non plus dire non mais t'inquiète, de toute façon t'es bien mieux sans elle ou t'es bien mieux sans lui. Pas du tout, parce que ça a tendance à venir invalider l'émotion. En revanche, dire qu'il faut laisser faire le temps, c'est une réalité. Parce que, comme n'importe quel sevrage, c'est le temps qui est la solution. Merci beaucoup à tous les deux, c'était vraiment passionnant. Merci à toi. Merci. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Dr Love sur les ruptures amoureuses. Après cette écoute, surtout n'hésitez pas à aller jeter un œil aux travaux de mes invités. Neurosapiens, c'est le nom du livre et du podcast d'Anaïs Roux. Et pour Victor Coutolo, le titre de la thèse en sociologie qu'il a écrite, c'est « La gestion des déceptions amoureuses comme travail émotionnel genré, entre appui interpersonnel et contraintes institutionnelles ». Il y a toute une partie de son travail qu'on n'a pas pu aborder sur l'incidence des structures législatives et économiques sur les ruptures. Et la place des enfants, bien sûr. J'espère qu'on pourra reparler de tout ça dans un autre épisode et aussi des séparations en contexte de violence conjugale. On le sait, le moment des ruptures est très à risque pour les personnes qui en sont victimes. Si vous en êtes une, vous pouvez appeler la ligne 3919. C'est une ligne d'écoute gratuite et nationale destinée aux femmes victimes de violences. En attendant de traiter tous ces sujets passionnants, dites-nous tout. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode ? N'hésitez pas à le partager, à l'envoyer à toutes les personnes de votre entourage qui traversent une rupture douloureuse. Je sais que moi, ça m'a permis de mieux comprendre plein de comportements qui me paraissaient complètement irrationnels dans ces moments-là. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous partager vos propres conseils pour mieux vivre les ruptures, que vous en soyez à l'origine ou pas. Partagez-nous donc vos sprays anti-goumins. Je vous donne le mien, il est assez simple. Vous pouvez écrire une lettre à votre ex, mettez-y tout ce que vous pensez, mais surtout ne l'envoyez pas. C'est comme une méga purge et on se sent bien plus légère après. Et sur cette question du silence, j'y ai pas mal réfléchi depuis l'enregistrement et je ne suis pas sûre d'être d'accord avec Anaïs Roux. Je pense qu'une fois le sevrage accompli, le no-contact n'est pas forcément la solution. Je crois profondément que si les conditions sont réunies, il est possible de garder un lien, voire même de devenir ami avec ses ex. Bon, encore un autre sujet pour un prochain épisode de Dr Love. S'il y en a d'autres que vous aimeriez qu'on traite dans cette nouvelle émission, pareil, dites-le nous dans les commentaires ou alors par mail à l'adresse lecoeur@binge.audio. Je m'appelle Naomi Titi et c'est moi qui anime Dr Love, le nouveau talk du cœur sur la table, un podcast qui a été créé par Victoire Tuaillon et qui est produit par Binge, qui est une marque Urbania. À la prise de son et la réalisation, c'était Paul Berthiaud. À la production et la mise en ligne, Charlotte Bex. Merci aussi à Lise Niederkorn, Camille Codor, Alban Philly et Juliette Livartowski pour leur coup de main très précieux sur la récolte et la sélection des témoignages. Et merci à Thomas Rozek, le rédac-chef. Bien sûr, je ne vous oublie pas. Merci à vous, très chers auditeurs, pour votre écoute très attentive. Je suis super contente de partager ce nouveau projet avec vous. Et je vous dis à très bientôt dans Dr Love.